Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du droit des successions et de la fraude envers les aînés. Je vais vous expliquer ce que le tout comprend et comment se protéger. Cette présentation est offerte par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et est offerte aussi grâce à la Fondation du droit en Ontario. Pour suivre un ordre logique, nous allons parler tout d'abord des testaments, ensuite des procurations et enfin de la fraude envers les aînés et comment se protéger. Les testaments et procurations traitent tous deux des volontés par rapport à vos biens. Par contre, il s'agit de deux documents distincts. La plus grande différence entre les deux est que le testament s'applique uniquement lors de votre décès, tandis que la procuration est valide seulement de votre vivant. On peut avoir à la fois un testament et une procuration, puisqu'ils ne seront pas valides en même temps. Puisque la procuration s'applique aux décisions prises lors de votre vivant, celle-ci peut être rédigée à n'importe quel moment et par n'importe qui, compte tenu qu'ils aient l'âge minimum requis et la capacité mentale de le faire. Qu'est-ce qu'un testament? Un testament est un document juridique dans lequel l'auteur du testament ou le testateur précise comment ses biens, la succession, seront distribués entre une ou plusieurs personnes, le ou les bénéficiaires, après son décès. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il peut être utile de faire un testament. Premièrement, un testament permet de prévoir qui va s'occuper de vos enfants si vous avez toujours des enfants à charge. Deuxièmement, de préciser comment diviser vos biens et qui seront vos héritiers. Le testament permet aussi d'éviter des délais qui pourraient survenir après le décès. Le testament permet de préciser qui sera le fiduciaire de la succession et de réduire au minimum les impôts et les frais d'administration de la succession. Pour qu'un testament soit jugé valide, il doit être écrit et il faut pouvoir démontrer que le testateur ou l'auteur du testament avait la capacité requise lorsqu'il a préparé ou signé son testament. Il faut démontrer que le testateur était en mesure de comprendre la nature du testament, reconnaissait les biens qui lui appartiennent et approuvait les personnes nommées comme héritiers à sa succession. L'avocat chargé de rédiger un testament peut exiger que le client se soumette à une évaluation pour prouver qu'il avait la capacité requise pour rédiger ou signer son testament. L'avocat doit également s'assurer que son client ne se fait pas influencer abusivement par un tiers. Son comportement ne doit pas faire l'objet de pression externe. Cet élément est crucial car si le tribunal détermine que le testateur ne possédait pas la capacité requise lorsqu'il a préparé son testament, ce dernier sera jugé nul, alors le testament sera donc invalide. Toute personne âgée de 18 ans et plus qui n'est pas mentalement incapable peut rédiger un testament. Un mineur, c'est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la rédaction du testament, ne peut pas rédiger un testament sans le consentement de son parent ou tuteur. Il existe cependant quelques exceptions. Premièrement, une personne de moins de 18 ans qui est mariée ou a été mariée peut rédiger un testament. Deuxièmement, cette personne peut rédiger un testament en vue de son mariage à une personne désignée. Par contre, le testament sera valide seulement après la célébration de ce mariage. Troisièmement, un membre des forces canadiennes ou un marin en cours de voyage peut aussi rédiger un testament s'il a moins que 18 ans. Dans le cas d'une personne majeure avec une incapacité mentale, l'avocat ou le tribunal devra déterminer s'il est en mesure de rédiger son testament. Même si une personne souffre d'une incapacité mentale quelconque, il est possible que cette personne ait tout de même la capacité requise pour donner des directives à un avocat afin que celui-ci rédige son testament. Il existe deux types de testaments valides en Ontario. Premièrement, le testament holographe, qui est rédigé à la main par le testateur. Ce type de testament ne peut pas être rédigé à l'ordinateur ni à la machine à écrire. Le testateur doit aussi indiquer la date et signer le testament. Il n'est pas nécessaire qu'un témoin signe le testament à son tour. En raison de sa simplicité, ce type de testament est très facile à contester, d'une part car il n'existe aucune preuve de la capacité mentale de l'auteur au moment de la rédaction, et d'une autre part, puisqu'il peut être difficile de démontrer que c'est en effet l'écriture du testateur sur le document. Le deuxième type de testament valide est le testament devant témoin. Ce testament peut être dactylographié et deux témoins doivent signer avec le testateur à la fin du document. Le premier témoin est souvent l'avocat qui a été consulté par le testateur. Les témoins ne peuvent pas être les bénéficiaires du testament, c'est-à-dire l'un des héritiers, ou bien le conjoint de l'un des bénéficiaires. L'un des témoins doit signer un document juridique pour attester que le testateur a signé en sa présence.
On voit souvent des modèles de testament dans les magasins. Celle-ci tombe vraiment dans une zone grise, puisque si le testateur doit seulement remplir les cases vides, le testament n'est pas jugé holographe, car un testament holographe doit être entièrement rédigé à la main par le testateur. D'une autre part, si aucun témoin n'a signé le testament, il ne s'agit pas non plus d'un testament devant témoin. Ce type de testament pourrait être inadmissible ou invalide, puisqu'il ne tombe pas dans l'une des deux catégories de testaments valides en Ontario. Les biens pourraient donc être répartis selon la loi, comme s'il n'y avait pas de testament. La seule façon que ce type de testament serait valide, c'est si la partie dactylographiée est superflue ou pas importante, et que la partie écrite à la main peut se tenir seule. Alors, si cette partie peut se tenir indépendamment de la partie dactylographiée. La rédaction d'un testament peut varier en termes de coût. Premièrement, un testament rédigé par un avocat sera plus cher. Ceci va coûter de façon très approximative entre 3 et 700 $. L'avantage d'engager un avocat, c'est qu'il y a meilleure garantie que vos biens seront divisés selon vos désirs après votre décès. Ceci pourrait aussi accorder une meilleure protection pour vos proches. Ça pourrait éviter qu'une partie importante de votre succession fasse l'objet de frais et d'impôts élevés. Vous bénéficiez des conseils d'un expert et votre avocat garantit la validité de votre testament et pourrait être tenu responsable de toute erreur dans votre testament. En termes de désavantages, évidemment, c'est que cette option est plus coûteuse que les autres options. Le testament rédigé au moyen d'un modèle d'acte acheté en magasin ou en ligne peut vous coûter environ 40 $. Certainement, c'est moins coûteux que la première option. Par contre, le testament pourrait être déclaré inadmissible. Vous ne profitez pas non plus des conseils d'experts et vous pourriez oublier des éléments essentiels pour éviter les tracas à vos proches après votre décès. Un testament rédigé à la main est très peu coûteux. Par contre, selon cette option, vous ne profitez pas non plus des conseils d'un expert et pourriez oublier des éléments essentiels. Est-ce que je peux faire un testament avec mon conjoint ou ma conjointe? En fait, non. Chaque personne doit faire son propre testament. Il faut être en mesure de démontrer que le testament a été fait sans contrainte et sans influence externe, et c'est seulement possible si la personne le fait de façon individuelle. Puis-je modifier ou annuler mon testament? Il est possible de modifier un testament en tout temps. Pour apporter des changements à votre testament, rédigez un nouveau testament ou ajouter des clauses au testament existant sous forme de codicile pour le modifier. Pour annuler son testament, on peut soit rédiger un nouveau testament, détruire de façon intentionnelle son ancien testament ou préparer un document pour révoquer le testament. De plus, un testament est automatiquement annulé si un mariage a lieu, sauf si ce mariage est prévu dans le testament. Un divorce a pour effet d'annuler les clauses du testament en faveur de l'ancien conjoint. Les autres clauses demeurent valides. Une séparation des conjoints sans qu'il y ait divorce n'a aucune incidence sur le testament. Selon la loi, si un testament est perdu, il est présumé avoir été détruit. Voilà pourquoi il est prudent d'en faire des copies conformes et de l'entreposer à un endroit sûr. Attention, une copie conforme d'un testament n'est pas considérée comme un testament original. Règle générale, il est nécessaire d'avoir le testament original en main pour pouvoir administrer la succession. Si vous perdez votre testament, communiquez immédiatement avec un avocat pour en rédiger un nouveau. Sinon, vous pouvez rédiger un testament holographe. Toutefois, cette option est risquée car vous pourriez oublier certaines clauses importantes. Si votre testament est rédigé avec un avocat, l'avocat devrait avoir un endroit pour entreposer des documents juridiques, comme le testament, en toute sécurité. Vous pourriez aussi déposer votre testament au bureau de la Cour régionale ou le garder dans un endroit sûr chez vous. Le fiduciaire de la succession est la personne désignée par le testateur dans son testament afin de veiller à ce que les directives et les volontés du testateur soient respectées. Ainsi, le testament donne au fiduciaire successoral le pouvoir d'administrer la succession de la façon dont le testateur le désire, dans la mesure du possible. Le rôle du fiduciaire successoral est le suivant. Premièrement, il doit protéger la succession. Par exemple, annuler les cartes de crédit et aviser les banques et les institutions financières que le testateur est décédé. Deuxièmement, il doit évaluer la succession. Ceci peut inclure faire l'inventaire de tous les biens et faire évaluer tous les biens de valeur par un professionnel. Troisièmement, il doit gérer la succession.
entre autres payer les créanciers, payer les dettes, s'assurer de recevoir les sommes dues, par exemple les polices d'assurance vie, ainsi que communiquer avec les autorités gouvernementales pour assurer que les prestations que recevait le défunt sont annulées. Quatrièmement, il doit payer les impôts sur le revenu du défunt et de la succession, ainsi que préparer la déclaration de revenus du défunt et payer l'impôt qui y est associé. Le fiduciaire doit ensuite distribuer la succession. Votre fiduciaire successoral sera la personne qui aura le contrôle de votre corps après votre décès. Ce sera à cette personne de prendre les décisions relatives à vos funérailles et à votre enterrement. Vous ne pouvez pas lier votre fiduciaire successoral à des instructions testamentaires quant à vos funérailles. Il est donc important que vous discutiez de vos souhaits quant à vos funérailles avec cette personne et avec votre famille. Un des avantages de placer ces souhaits dans votre testament serait de protéger le fiduciaire successoral si d'autres personnes veulent contester ces choix. La succession représente l'ensemble des biens qui vous appartiennent au moment de votre décès. Cela comprend votre maison, vos polices d'assurance, vos biens personnels, vos placements, vos régimes de retraite, etc. Il y a deux types de succession. La succession testamentaire, donc la succession d'un défunt qui a fait un testament, et la succession ab intestam. C'est la succession d'un défunt qui n'a pas fait de testament. Il s'agit donc d'une succession non testamentaire. Les biens placés dans la succession sont tous les biens, que ce soit votre maison, vos placements, vos biens personnels, etc., qui peuvent être légués dans un testament. Si vous détenez des biens conjointement avec une autre personne, par exemple si vous avez acheté une maison avec votre conjoint ou votre conjointe, ce bien ne fait généralement pas partie de la succession. Par exemple, à votre décès, le bien détenu conjointement avec gain de survie revient au copropriétaire survivant. Les dettes d'une personne ne s'éteignent pas lorsqu'elle décède. Les dettes du défunt seront remboursées au moyen de sa succession. Le fiduciaire testamentaire s'occupe de payer les dettes à partir de la succession avant de faire la distribution de la succession aux héritiers. Il n'est pas obligatoire d'avoir un testament. La loi prévoit une procédure pour diviser les biens d'un défunt qui n'a pas laissé de testament. La loi prévoit une séparation différente des biens d'un défunt décédé sans testament, selon qu'il a un conjoint, un ou plusieurs enfants et d'autres membres de sa famille. Si vous n'avez pas de testament au moment de votre décès, il faut savoir que les biens seront divisés selon la loi. Les conjoints de fait ne sont pas reconnus par la loi. Et pour les héritiers, la loi déterminera qui sont vos héritiers et quelle part de votre succession ils recevront. Pour le fiduciaire de la succession, une personne, par exemple un ami ou un membre de votre famille, devra déposer une demande à la Cour afin d'être nommé fiduciaire de la succession non testamentaire et procéder à la distribution de la succession. La loi détermine aussi qui a le droit de déposer une demande. Par exemple, la personne doit être un résident de l'Ontario ou un membre de la famille en ordre de priorité. Le bureau du tuteur et curateur public devient le fiduciaire de la succession et procédera à la distribution de votre succession si personne n'a demandé à être nommé fiduciaire de la succession. Le règlement de la succession sera retardé, ce qui pourrait engendrer des difficultés financières pour vos proches. En Ontario, la loi prévoit comment les biens d'un défunt seront répartis s'il n'a pas laissé de testament. Le conjoint marié survivant a toujours droit à une part préférentielle de jusqu'à 200 000 $ avant que la succession ne soit distribuée. Voici l'ordre de partage une fois que ce montant a été soustrait de la valeur de la succession. Premièrement, si le défunt a un époux mais pas d'enfant, le conjoint marié va recevoir la succession entière. Si le défunt avait un époux et un enfant, le conjoint a droit à la part préférentielle de 200 000 $ et à la moitié du reste de la succession. L'enfant obtiendra l'autre moitié. Si le défunt a un époux et plus d'un enfant, le conjoint a toujours droit à la part préférentielle de 200 000 et au tiers du reste de la succession. Les enfants du défunt se partagent également les 2 tiers restants. Un défunt sans conjoint marié, s'il n'y a pas de conjoint, les biens du défunt seront partagés également entre les membres de l'un des groupes de sa lignée,
dans l'ordre suivant. Ses enfants, ensuite ses parents, ses frères et sœurs, neveux et nièces, grands-parents, autres personnes avec un lien de parenté, et ensuite l'État. C'est ce qu'on appelle la déshérence. Si l'un des héritiers décède avant le testateur, sa part est partagée selon la relation avec le défunt. Voici comment se fait le partage sous réserve de la part préférentielle du conjoint. Si l'un des enfants du défunt décède avant lui, sa part est donnée à sa descendance s'il en a. Sinon, sa part est partagée également parmi les autres enfants du défunt. Si les parents du défunt sont les héritiers et que l'un d'eux décède avant le défunt, l'autre parent a droit à la totalité de la succession. Si les frères et sœurs du défunt se partagent la succession et que l'un d'eux décède avant le défunt, sa descendance, donc les neveux et nièces du défunt, a droit à sa part de la succession. En Ontario, le bureau du tuteur et curateur public est chargé d'administrer les biens d'un défunt si personne d'autre ne peut le faire. La succession ne revient pas au gouvernement si le défunt n'a pas laissé ce testament. Cependant, le gouvernement peut, dans certains cas, être le bénéficiaire des biens d'une personne décédée sans testament. Par exemple, si la personne décède sans héritier. De plus, si le bureau du tuteur et curateur public doit prendre en charge la succession du défunt, il imposera des frais pour l'administration de la succession. Vous pouvez éviter ces frais en préparant un testament et en désignant un fiduciaire de la succession. En Ontario, si un conjoint de fait décède sans testament, le conjoint de fait survivant n'a aucun droit à la succession du défunt. La succession du défunt sera partagée selon les dispositions prévues par la loi pour un décès sans testament. Il est donc très important de faire un testament si vous avez un conjoint de fait. La procuration est un document juridique qui exprime vos volontés à une personne que vous autorisez à agir en votre nom, soit le procureur ou mandataire, lorsque vous êtes incapable de le faire. La procuration est établie au moment où vous, le mandant, désignez l'autre personne à prendre des décisions pour vous. Certaines conditions sont nécessaires pour faire en sorte que la procuration soit créée de façon valide et nous allons nous y attarder un peu plus loin dans la présentation. La loi qui établit le règlement par rapport aux procurations est la loi de 1992 sur la prise de décision pour autrui. La procuration vous permet de protéger vos biens et vos intérêts dans la mesure où vous devenez incapable de prendre vos propres décisions, soit en raison d'une absence prolongée ou d'une incapacité mentale. Il s'agit d'une décision très importante à prendre. Il faut donner un pouvoir considérable à une personne par rapport à vos biens, à vos finances et à vos soins de santé et s'assurer de savoir que cette personne n'abusera pas de ses pouvoirs. La procuration permettra à une autre personne de prendre des décisions au nom de quelqu'un. Par exemple, signer des documents, ouvrir ou fermer un compte bancaire, choisir des prestations de retraite, payer des factures, investir de l'argent, acheter des biens, vendre une maison, décider des soins médicaux et des médicaments à prendre, etc. Bien qu'elle occupe une fonction très importante, la procuration n'est pas obligatoire. Il existe 3 types de procuration. Premièrement, la procuration temporaire relative aux biens. Ensuite, la procuration perpétuelle relative aux biens. Et enfin, la procuration relative aux soins de santé. La procuration temporaire relative aux biens permet à une autre personne d'agir en votre nom en ce qui concerne les questions financières si vous êtes absent ou bien par rapport à un événement précis. Par exemple, pour payer vos factures, demander les prestations auxquelles vous avez droit en raison de votre handicap, encaisser pour vous les prestations de retraite et les autres revenus auxquels vous avez droit, surveiller votre portefeuille de placement et veiller à la protection générale de vos biens. Cette procuration donne à une personne, le procureur, le pouvoir de prendre des décisions à votre nom concernant vos affaires financières et vos biens. La procuration temporaire relative aux biens permet donc de désigner une personne pour prendre soin de vos affaires si vous êtes incapable de le faire, soit en raison d'une absence ou d'une maladie, mais que vous seriez quand même capable de prendre les décisions vous-même. Cette procuration est valide au moment où elle est signée et peut prendre effet à la date de signature du document, à une date précise indiquée dans le document ou lors d'un événement précis spécifié dans le document. Par exemple, par rapport à une transaction immobilière ayant lieu lors de l'absence du mandant. Attention, si le mandant ou la personne qui rédige la procuration
devient incapable mentalement, cette procuration devient invalide. La procuration perpétuelle relative aux biens est identique à la procuration temporaire relative aux biens. Les deux procurations peuvent accorder les mêmes pouvoirs et traiter des mêmes questions. La différence entre les deux est que la procuration perpétuelle relative aux biens demeure valide même si le mandant perd sa capacité mentale. La procuration pour les soins de santé permet à la personne de s'assurer qu'une personne de confiance et qui a ses intérêts à cœur verra sur elle et prendra des décisions en son nom lorsqu'elle devient incapable de prendre des décisions par elle-même. Par exemple, la procuration permet au procureur de prendre des décisions au sujet du lieu de résidence, de l'alimentation, du type de traitement médical que la personne va recevoir, ainsi que les décisions cruciales relativement au maintien de la vie. La procuration devient réellement importante lorsqu'une urgence médicale survient et que le personnel médical a besoin d'un consentement urgent pour administrer des soins médicaux à une personne sans connaissance ou qui est incapable mentalement. Pour donner une procuration relative aux soins de la personne, le mandant doit avoir au moins 16 ans et avoir la capacité mentale de le faire. Par ailleurs, le procureur qui est nommé doit aussi avoir au moins 16 ans. L'auteur de la procuration peut donner tous les pouvoirs au procureur. Il peut aussi limiter les pouvoirs du procureur. Par exemple, lui permettre de prendre seulement les décisions par rapport à son habillement ou à ses soins de santé. Une personne qui fournit, contre rémunération, des services en établissement, des services sociaux, des services de formation ou d'intervention, ou des services de soutien ne peut pas être nommé le procureur, à moins que cette personne ait le conjoint, le partenaire ou le parent de la personne. Par exemple, un locataire, une infirmière, un médecin ou un travailleur social ne pourrait pas être nommé procureur. Pour la date de prise d'effet, la procuration peut seulement être utilisée lorsque la personne devient mentalement incapable. Il existe certains critères pour s'assurer que l'on rédige une procuration valide. Premièrement, le mandant ou la personne qui rédige le testament doit avoir au moins 18 ans et doit être mentalement capable de donner la procuration. Ceci veut dire que le mandant doit savoir quel bien il ou elle appartient et quelle est leur valeur approximative. Il doit aussi être conscient de ses obligations envers le procureur et être conscient du pouvoir du procureur, par exemple, quelle décision le procureur peut prendre. La procuration doit être signée devant 2 témoins. Certaines personnes ne peuvent pas agir en tant que témoins. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de majorité. La préparation d'une procuration ne requiert pas une formule particulière, ni un avocat, quoiqu'il peut être recommandé de consulter un avocat pour qu'il puisse vous conseiller par rapport au type de procuration qui vous conviendrait le mieux. Le document doit indiquer de façon expresse s'il s'agit d'une procuration relative aux biens, soit temporaire ou perpétuelle, d'une procuration relative aux soins, ou doit indiquer que le procureur peut exercer le pouvoir qui lui est conféré dès que le mandant devient incapable de gérer ses biens ou ses soins. Lorsque le mandant a des actifs situés à l'étranger, il est nécessaire de se renseigner sur le document à utiliser et les formalités à observer dans l'autre province ou pays pour que le procureur soit en mesure d'agir. Un avocat qui pratique dans ce domaine devrait être consulté pour obtenir des conseils à ce sujet. Si l'auteur de la procuration ne peut pas lire, quelqu'un doit lire la procuration en entier en présence des 2 témoins. Ensuite, les témoins doivent insérer et remplir une clause supplémentaire pour attester que l'auteur comprend le formulaire. Le procureur peut prendre toutes les décisions financières ou par rapport aux soins de santé de la personne que cette personne pourrait prendre elle-même, sauf créer un testament. Toutefois, la loi permet de limiter les pouvoirs du procureur. Par exemple, limiter les pouvoirs aux opérations se limitant à certains actifs, comme certains comptes bancaires. On peut aussi insérer des conditions. Par exemple, le procureur doit consulter les membres de la famille avant de vendre la maison familiale. Comment choisir un procureur? Premièrement, il faut s'assurer que cette personne est une personne de confiance. Souvent, c'est un membre de la famille ou un ami. Il faut aussi s'assurer que le procureur a atteint l'âge minimum requis et il est possible de nommer plus d'un procureur. S'il s'agit d'une procuration pour les biens, il est possible de nommer une société fiduciaire en tant que procureur aux biens. S'il s'agit d'une procuration pour les biens, souvenez-vous qu'il est impossible de nommer quelqu'un qui se fait payer pour vous fournir un service de soutien, par exemple une infirmière, un médecin ou un locataire.
La procuration prend effet au moment de la signature par l'auteur de la procuration et 2 témoins. Cela n'empêche tout de même pas l'auteur de la procuration de s'occuper lui-même ou elle-même de ses propres biens et ses finances. Le procureur ne devrait pas commencer à exercer ses pouvoirs au moment de la signature de la procuration. La procuration peut entrer en vigueur lorsqu'un événement particulier se produit, par exemple lorsque l'auteur de la procuration quitte le pays pour un voyage. Et la procuration peut aussi préciser qu'elle prendra effet lorsque la personne deviendra incapable de prendre des décisions à l'égard de ses biens et de ses soins elle-même. Même si vous ne révoquez pas votre procuration, elle va éventuellement prendre fin. C'est le cas, par exemple, si vous décédez. Rappelez-vous, c'est alors votre testament qui entrera en jeu. Votre procuration pourrait aussi prendre fin si la personne que vous avez nommée comme procureur devient incapable de prendre des décisions pour elle-même. On ne pourra alors pas lui demander de prendre des décisions pour vous. La procuration pourrait prendre fin si le procureur que vous avez nommé résigne à son poste, à moins que vous ayez nommé plus qu'un procureur. Votre procuration peut prendre fin si vous signez une nouvelle procuration, puisque c'est toujours la procuration la plus récente qui est valide. De plus, la procuration peut prendre fin si vous révoquez la procuration par écrit et devant 2 témoins pendant que vous avez les facultés mentales de le faire. Nous allons maintenant nous pencher sur la fraude envers les aînés. La fraude, c'est gagner de façon malhonnête la confiance d'une personne dans le but de lui vendre un produit ou un service, d'obtenir de l'argent ou un objet de valeur. Tous les Canadiens, sans égard à leur niveau de scolarité, à leur âge ou à leurs revenus, peuvent être victimes de fraude. On estime que les Canadiens ont perdu plus de 290 millions de dollars aux mains des fraudeurs. Les personnes plus ciblées sont les personnes de 60 à 79 ans. Les fraudeurs continuent malheureusement de cibler les aînés et on estime qu'entre le mois de janvier 2014 et le mois de décembre 2016, les Canadiens âgés de 60 à 79 ans ont perdu près de 28 millions de dollars dans diverses fraudes. Tout ça pour dire que si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas les seuls, il n'y a pas raison d'avoir honte. Les fraudeurs peuvent être très persuasifs et leurs techniques évoluent constamment. Ce n'est pas impossible toutefois d'éviter la fraude. Ensemble, on va voir ce que vous pouvez faire pour déjouer les fraudeurs. Il existe 5 grands types de fraude. La fraude en personne, par exemple le porte-à-porte, la fraude par téléphone, le télémarketing, par exemple les appels automatisés, la fraude par courrier ou par télécopieur et la fraude par Internet. Aujourd'hui, on parlera des 2 premiers types, soit la fraude en personne et la fraude par téléphone. Ce qui distingue la fraude en personne des autres types de fraude, c'est que vous vous trouvez face à face avec le fraudeur. Il peut donc être plus facile pour lui d'exercer de la pression sur vous. Par exemple, il insiste et vous ne voulez pas être impoli en lui claquant la porte au nez. Voici des exemples de fraude en personne. Premièrement, les offres de services pour des rénovations résidentielles. Par exemple, les rénovations ou les réparations de la toiture, des fenêtres ou de l'asphalte dans l'entrée de cour. Deuxièmement, la vente d'un contrat d'électricité ou de gaz naturel. Les ventes de produits, par exemple des systèmes de sécurité pour la maison. Les offres d'inspection, par exemple l'inspection d'une fournaise. Les démonstrations gratuites, par exemple les démonstrations d'un aspirateur. Ou bien les dons aux œuvres de bienfaisance. Restez aux aguets pour vous protéger contre la fraude. Les indices suivants pourraient indiquer qu'une personne tente de vous escroquer. Par exemple, elle se présente chez vous à l'improviste sans que vous ne l'ayez invitée. Elle applique de la pression. Par exemple, elle pourrait parler d'une menace à votre santé. Elle veut un paiement en argent comptant immédiatement et elle ne peut pas fournir d'informations au sujet de la compagnie pour laquelle elle quête de l'argent. La fraude téléphonique est très fréquente. Par exemple, quelqu'un pourrait vous téléphoner et vous indiquer qu'un proche a de graves problèmes et a besoin d'argent immédiatement. Un autre exemple pourrait être quelqu'un qui vous téléphone pour vous dire que votre ordinateur est brisé ou bien qu'il y a un virus. Vous devez alors payer pour des services ou des logiciels. Parfois, c'est accompagné d'un courriel ou d'un message pop-up sur votre ordinateur qui vous dit que vous avez un virus. D'autres indices de fraude par téléphone pourraient être quelqu'un qui vous appelle et vous impose des pressions, par exemple une menace de prison si vous ne payez pas. De plus, cette personne peut aussi vous manipuler en insinuant que vous êtes irresponsable d'être dans cette situation et que vous êtes négligent si vous attendez de payer. Comment déjouer les fraudeurs? Il existe plusieurs façons de se protéger. Premièrement, soyez vigilants.
Posez-vous des questions telles que l'offre est-elle trop belle pour être vraie? D'où sort cette offre? Quel est le contexte de cette offre? Et est-ce qu'il s'agit d'une offre à prendre ou à laisser? Vous pouvez aussi prendre des précautions. Par exemple, demander à la personne de s'identifier. Vous pouvez parler à une personne de confiance, par exemple un ami ou un membre de la famille, pour que cette personne puisse vous aider à vérifier la légitimité de l'offre qui vous est présentée. Vous pouvez demander des références à cette personne, vous pouvez demander de l'information par rapport à la compagnie et des soumissions, par exemple un estimé du service proposé avec des informations complètes. Il est important de ne jamais donner des renseignements personnels et de parler à une personne de confiance, justement si vous avez des doutes par rapport à cette offre. Vous pouvez aussi vous poser des questions. Premièrement, il est important de ne pas céder à la pression et de prendre le temps de réfléchir. En prenant le temps de réfléchir, vous pouvez vous poser des questions telles que « Est-ce que j'ai décidé de planifier cette rencontre? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou de ce service? Est-ce que je connais de l'information au sujet de cette compagnie? Par exemple, où se trouve le siège social et depuis combien de temps sont-ils en affaires? Est-ce que j'ai vérifié le numéro de permis d'affaires avec le bureau d'éthique commerciale? Est-ce que je connais le statut de la personne qui sollicite un don? Est-ce qu'elle fait ce travail à titre de professionnel ou de bénévole? Est-ce que je connais le pourcentage du don qui va réellement à l'organisme de charité? Et est-ce que j'ai appelé le poste de police pour vérifier l'identité du policier, du pompier ou du personnel d'urgence qui s'est présenté à la porte? Ensuite, vous pouvez agir. Fermez la porte s'il s'agit d'une fraude en personne, raccrochez le téléphone, dites non. D'abord, protégez-vous à l'aide des astuces dont on vient de discuter, mais aussi signalez la fraude aux autorités. On estime que seulement 5% des fraudes sont signalées aux autorités. Non seulement ça peut aider les autorités à identifier le fraudeur, mais ça peut aussi leur permettre d'informer le public pour qu'il se protège contre la fraude. Dans tous les cas, cessez toute communication avec le fraudeur. Ensuite, assurez-vous de recueillir tous les dossiers en votre possession sur la fraude, par exemple, toute correspondance avec le fraudeur, tous les reçus, tous les contrats, les coordonnées utilisées par le fraudeur pour prendre contact avec vous et tout autre document qui pourrait être attaché à cette fraude, et déposer un rapport concernant la fraude et assurez-vous d'obtenir un numéro de rapport pour référence future. Rappelez-vous que vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. Par exemple, en Ontario, les consommateurs peuvent résilier un contrat dans les 10 jours après l'avoir signé. Pour un chauffe-eau, le délai de réflexion est de 20 jours. Si vous avez des questions au sujet de vos droits, vous pouvez vous référer aux ressources ci-dessous. Premièrement, le Centre d'information juridique de l'Ontario vous fournit jusqu'à 30 minutes de consultation gratuite avec un avocat ou une avocate. De plus, le site web cliquetjustice.ca contient de l'information juridique en français.